soir, on parlera des études effectuées en anglais dans un pays en Europe. On a bien précisé un pays en Europe, parce qu'on parlera bien sûr des pays anglophones comme le Royaume-Uni ou l'Irlande, mais on parlera également d'autres destinations sur les pays nordiques, Europe de l'Est, etc. Donc avec nous aujourd'hui, nous avons Catherine Guillaumont, qui est de l'université Lyon 1, donc qui est directrice des relations internationales. Nous avons Johan Pompey, qui est de l'association ESN Cosmo Lyon, donc pour Erasmus Student Network, donc un réseau d'étudiants. Donc il aura l'occasion de nous expliquer concrètement ce que c'est. Nous avons Rumiana, qui est étudiante, qui a fait donc un bachelor et qui est également en master donc au Royaume-Uni et qui a fait un Erasmus en France. Donc on aura aussi ce côté-là. Et puis Lou, qui elle a fait un échange Erasmus donc pendant ses études à Bucarest, du coup en Roumanie. Donc j'oublie pas Dorothée également, donc ma collègue qui travaille avec moi au Centre d'information internationale Euroguidance. Donc le réseau Euroguidance, qui est un réseau européen pour l'orientation, donc qui fait partie d'Erasmus+. Donc nous avons 34 pays qui font partie de ce réseau, dont l'objectif c'est vraiment de promouvoir la mobilité donc à travers l'Europe pour les étudiants, notamment dans le cadre de formation. En France, nous avons 2 ministères, donc nous on dépend du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et avec nous, nous avons également les CIO donc de Lille, de Strasbourg et de Marseille, ainsi que l'ONICEP. Et pour toute la partie qui concerne le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, nous avons donc l'Intercarif PACA qui est en région parisienne, à Saint-Denis, et puis donc, le Centre Info qui est en région parisienne, et puis l'Intercarif PACA qui est lui donc sur Marseille et qui s'occupe un peu plus des questions liées au droit à la formation ou éventuellement à l'apprentissage. Donc, durant cette conférence, vous aurez également donc, la possibilité de poser vos questions. Donc, vous avez donc, en bas de votre écran voilà, un petit onglet avec Converser. Donc, voilà, n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Et puis, pour voir si ça fonctionne bien, on va vous proposer voilà, quelques photos et vous allez essayer d'indiquer voilà, dans quel pays est-ce que ça se situe. N'oubliez pas, quand vous faites converser, si vous cliquez sur le petit icône, vous avez soit envoyé un message au conférencier, donc c'est toujours intéressant, mais ça n'arrivera que du coup à moi, Dorothée, Catherine ou à nos 3 étudiants qui nous accompagnent. Privilégiez plutôt envoyer à tout le monde, comme ça tout le monde peut voir un petit peu les questions et on peut, pourquoi pas, se répondre également les uns les autres. Alors, vous pouvez aller dans Converser et essayer du coup d'indiquer le pays dans lequel ça se trouve. République tchèque, oui, effectivement, c'est Prague en République tchèque. Il y a eu une première bonne réponse. Alors, on est dans un autre pays, sur une autre ville. Alors, il y en a qui répondent très, très rapidement. Je vois Emeline, effectivement, c'est l'Écosse. Ensuite, c'est pas Venise. Ah, il y en a un qui a trouvé. Donc, c'est Copenhague. Donc, c'est pas aux Pays-Bas, c'est au Danemark. Alors, oui, Budapest. Donc, c'est pas Londres. Alors là, on donne des indices. Hein. C'est pas Oslo, c'est pas Stockholm, c'est l'autre. Un autre grand pays à côté. Qu'est-ce que ça peut être? Trouvé, je pense. Helsinki, effectivement. Voilà, c'est tout à fait Helsinki. On avait hésité avec Stockholm, c'est pour ça. Voilà. Alors, donc là, donc vous avez vu, là, vous avez pu utiliser la conversation. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc on prendra quelques temps donc, pendant cette visioconférence pour s'arrêter un petit peu et répondre à vos questions. Mais là, donc, dans un premier temps, nous allons voir les éléments facilitateurs de la mobilité étudiante, hein, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui peut favoriser une mobilité donc, à travers l'Europe et les outils qu'ils ont pu mettre en place. Et puis, donc, on aura 2 grandes parties. Une première sur la mobilité institutionnelle. Donc là, c'est plutôt Catherine Guillaumont qui interviendra à ce moment-là. Donc pour parler de la mobilité quand on est inscrit dans un établissement en France. Et puis une deuxième grande partie sur les mobilités individuelles, où là, on parle plutôt de mobilité solo pour des étudiants qui vont aller s'inscrire du coup directement à l'étranger. Donc là, bien sûr, on aura Johan, Rumiana et Lou qui pourront venir témoigner chacun de leur mobilité, puisqu'ils ont, voilà, comme on l'a dit déjà, vécu chacun de différents types de mobilité. On va peut-être commencer par rapport aux éléments facilitateurs. Du coup, à laisser la parole à Johan pour qu'il nous parle un petit peu de l'ESN, donc Erasmus Student Network, qui est un réseau en fait, d'étudiants qui va aussi faciliter la mobilité à travers l'Europe.
l'association que je vais vous présenter, elle est donc présente sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle s'appelle ESN Cosmo Lyon, mais derrière ce que je vais vous présenter, c'est donc le réseau ESN, Erasmus Student Network. Donc rapidement pour présenter déjà Cosmo Lyon, ce qui va pas mal vous présenter ESN en fait, qu'est-ce qu'on est? On est une association pour accueillir les jeunes qui sont en mobilité internationale sur tous les campus de Lyon, donc que ce soit des étudiants ou des étudiantes de Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, d'autres campus, mais aussi des jeunes qui font d'autres mobilités. Ça peut très bien être des stages, ça peut être des PVT, ça peut être des VIE, etc. Et l'association repose sur un principe assez simple qui est le Students Helping Students. L'idée, c'est vraiment des jeunes qui vont aider d'autres jeunes, qui vont les aider, qui vont les accueillir. Donc globalement, c'est sur une année normale, on accueille à peu près 1 millier d'étudiants et d'étudiantes d'un peu tous les campus, donc comme je l'ai dit, mais aussi de toutes les nationalités. Même si notre nom porte le mot Erasmus, on ne s'adresse vraiment pas qu'aux Erasmus. On a 17 ans d'événementiel derrière nous, puisque l'association est née en 2003, effectivement, et elle propose aujourd'hui plus de 70 rendez-vous par an. Elle est membre du réseau ESN, Erasmus Student Network, depuis 2005. Donc notre rôle sur les campus de Lyon, on peut le définir en 3 objectifs. Le premier, c'est d'accueillir et répondre aux questions. C'est-à-dire que quand un étudiant ou une étudiante va arriver à Lyon, nous, on va être là pour l'aider à répondre à ses questions, faciliter son installation. Donc, complémentairement à ce que peuvent faire les relations internationales, la mairie, la préfecture, qui auront donc des informations institutionnelles, des informations sur les études, etc. Nous, on va être plutôt sur comment on vit Lyon quand on est jeune, comment on fait pour trouver une colocation, comment on fait pour faire sa carte TCL, mais aussi où sortir, que découvrir, quels sont les parcs, les musées intéressants à faire, etc. Et pourquoi pas se faire parrainer, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Créer une communauté internationale aussi, puisque l'idée de faire nos 70 événements dans l'année, c'est pour permettre à ces jeunes de se rencontrer. Donc qu'ils viennent d'Espagne, qu'ils viennent d'Italie, qu'ils viennent du Danemark ou qu'ils viennent de l'autre bout de la planète, on va les faire se rencontrer, ils vont pouvoir jouer, visiter des choses ensemble, faire du sport ensemble, voilà, les activités sont assez variées. Mais l'idée, c'est surtout qu'ils vont pouvoir se rencontrer, discuter, se faire des amis, et que tout au long de leur séjour, ces amis, ça sera des personnes sur qui ils pourront compter pour s'entraider. Voilà. Nous, notre but, c'est vraiment favoriser cette entraide entre jeunes, au-delà du soutien que peuvent leur apporter leur université ou les institutions, que même entre jeunes, il y ait déjà une forme de solidarité. Et enfin, c'est les ouvrir à des nouvelles expériences pour que leur séjour il soit vraiment unique à Lyon, que Lyon, ça soit vraiment la ville de leur séjour, ils en gardent un souvenir incroyable. Et donc, ça va être les amener, par exemple, à vivre des expériences qu'ils n'auraient pas imaginées. Par exemple, les emmener dans une classe de lycée ou de collège pour qu'ils présentent leur pays à des lycéens, des collégiens, qui présentent leur Erasmus, qui rencontrent du coup des jeunes qu'ils n'auraient pas rencontrés comme ça dans le cadre de la fac. Mais à l'inverse, ça peut être de leur proposer d'aller présenter leur pays dans une maison de retraite, où ils rencontraient des personnes âgées qu'ils n'auraient peut-être pas rencontrées dans le cadre d'un Erasmus, enfin dans le cadre juste universitaire de Erasmus du moins. Voilà, ça va être ça, ça va être essayer de les amener à profiter de cette année qui est un peu spéciale dans la vie des jeunes, pour aller tester des nouvelles expériences, découvrir des choses, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Un exemple très concret de ce que c'est l'accueil et la solidarité entre jeunes, ça va être le Buddy System. Le Buddy System, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de parrainage qui est portée donc pas à Lyon par Cosmo Lyon, mais qui en fait est un projet européen. C'est-à-dire qu'en 2013, 4 bénévoles de l'association lilloise du réseau ESN sont venus avec une idée un peu folle. On faisait tous un peu des systèmes de parrainage à gauche à droite avec des tableaux Excel, avec une efficacité vraiment pas terrible. Ils se sont dit, nous on est 4 étudiants en informatique, on va vous proposer, on va coder une plateforme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme on a un réseau d'associations, ils l'ont partagé dans le réseau. Et ça, donc ça s'est développé en France. Et puis après, en 2015, si je ne me trompe pas, le projet est devenu européen avec le soutien de Erasmus+, pour devenir une énorme plateforme de parrainage de jeunes locaux qui vont accueillir les étudiants internationaux, qui est aujourd'hui présent donc dans, si je ne me trompe pas, 18 pays, je crois que c'est ça, avec plus de 64 000 inscriptions sur les 3 dernières années. Il y a 16 universités partenaires en France. Et on a plus de villes qui sont concernées puisque les associations ESN locales aussi portent ce système et donc font le lien entre ces étudiants français qui veulent accueillir et les étudiants internationaux qui cherchent quelqu'un pour les accueillir. Et voilà, ils vont leur faire visiter la ville, les aider à rencontrer leurs premiers amis, etc., etc. Nous, à Lyon, ça représente aujourd'hui plus de 800 Français sur cette rentrée, qui pourtant est un peu compliquée, qui ont eu cette volonté de s'engager pour accueillir des étudiants internationaux et qui nous aident beaucoup. Le réseau ESN, c'est quoi? C'est ça. En fait, c'est quand une bonne idée naît dans une association, elle va la partager avec d'autres associations et ça va se diffuser dans ce réseau. Ce gros réseau d'asso de jeunesse, donc, qui est né en 89, 2 ans après Erasmus, c'est les premiers étudiants Erasmus qui ont fait un retour à la Commission européenne sur le fait que ça serait bien de pouvoir encourager les associations d'accueil d'étudiants internationaux. Et ils ont donc lancé le projet depuis Utrecht. Le réseau ESN est né donc à Utrecht, aux Pays-Bas, et aujourd'hui, c'est à peu près une quarantaine de pays qui sont concernés avec des associations un peu partout, il y en a plus de 500, qui font en fait ce qu'on fait nous à Cosmo Lyon, elles font toutes la même chose. Elles accueillent les jeunes, elles lancent des dynamiques de solidarité entre étudiants, elles organisent des événements, etc., etc. Donc si vous partez à l'étranger,
Que vous soyez Erasmus ou non, que vous soyez dans le cadre d'une mobilité solo, que vous soyez dans le cadre d'un stage, vous pouvez très bien être accueilli à votre tour par ces associations. Et nous, même ici à Lyon, on peut déjà commencer à vous aider. On va vous parler de mobilité internationale, donc on ne va pas vous parler technique, on ne va pas vous parler des programmes, ça on va vous rediriger vers les acteurs qui peuvent le mieux vous en parler, notamment vos relations internationales. Par contre, on va vous apporter des témoignages, des conseils de jeunes qui sont déjà partis. Donc, par exemple, là, pour cette rentrée 2020, notre nouveau projet, c'était la recette d'un Erasmus parfait, puisqu'on sentait que ça allait être un peu compliqué de faire des salons pour aller parler aux jeunes de nos mobilités. C'est un guide en ligne gratuit, voilà, avec 15 jours de conseils et surtout beaucoup de témoignages d'une trentaine de jeunes qui ont fait plein de programmes différents et qui vous donnent des conseils sur la santé, l'alimentation, comment rencontrer des gens, l'ouverture culturelle, etc., etc. Donc c'est un projet qu'on a mené en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sinon, en temps normal, on organise aussi beaucoup d'événements pendant lesquels des jeunes peuvent venir nous rencontrer. On va organiser des bibliothèques vivantes avec plein de témoins comme ça qui racontent leurs Erasmus. Et il suffit de venir leur parler et on adore raconter nos expériences parce qu'elles sont très très importantes pour nous. Voilà, si jamais ça vous intéresse, ce que fait notre association, n'hésitez pas à venir sur le site esnlyon.org ou nous contacter directement, nous, l'association Cosmo Lyon, à hello@cosmolyon.com. On sera ravis de vous aider. Merci pour cette entrée en matière qui donne vraiment de la motivation. On sent vraiment qu'il y a de l'énergie chez les étudiants, qu'il y a beaucoup d'entraide. Et là où vous avez très bien mis l'accent, c'est que quel que soit le pays européen dans lequel les jeunes étudiants vont pouvoir aller, ils pourront s'appuyer sur le même type d'organisation que la vôtre dans la ville dans laquelle ils vont étudier. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, du coup, voilà, je vais vous présenter un petit peu d'autres éléments européens qui permettent de faciliter un petit peu la mobilité des étudiants, on va dire, à travers l'Europe. Et ensuite, on prendra un petit peu les témoignages du coup, de Rumiana et de Lou quand on parlera vraiment des différents types de mobilité. Voilà. Au niveau européen, nous avons en fait le principe de libre circulation. Ce principe de libre circulation, il va vraiment permettre aux étudiants plus facilement en fait, de voyager en fait, d'un pays à l'autre et du coup d'aller pouvoir s'inscrire dans un autre pays européen au même titre qu'un étudiant du pays qui est visé. Donc vous avez en fait sur le site L'Europe est à vous, vous avez vraiment beaucoup d'informations sur les différents pays européens, du coup pour aller s'installer, vivre, étudier, travailler, etc. Donc vraiment pour commencer à avoir des informations sur le pays en question. Là, vous n'êtes pas censé ignorer, on est tous confrontés en fait à la crise sanitaire avec la Covid-19. Donc du coup, cette libre circulation est un petit peu mise à mal actuellement, mais encore une fois, c'est actuellement, c'est quelque chose de temporaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on peut espérer qu'il y aura des solutions de vaccins ou autres par rapport à cette Covid. Et entre-temps, vous pouvez regarder sur le site reopen.eu où vous avez en fait toutes les conditions pour vous rendre dans les autres pays européens en tant que ressortissant français. Donc, ça vous permet de voir si vous allez en Irlande, qu'il vous faudra au moins 14 jours de confinement. Ça, c'était avant qu'il soit confiné. Donc là, on voit en fait en temps réel les conditions dans lesquelles vous pourriez voyager. Par rapport à la libre circulation, on peut faire également un premier point en fait, sur le Brexit. On reparlera un petit peu également du Royaume-Uni dans les deux autres parties. Vous savez que là, actuellement, on est dans une période de transition jusqu'au 31 décembre. Donc là, pour l'instant, il fait toujours partie du Royaume-Uni. Mais à partir du 1er janvier 2021, là, les conditions ne seront plus les mêmes. Il faudra du coup un visa d'études pour partir étudier au Royaume-Uni. Il faudra prouver, entre autres, que l'on a les moyens de subvenir à ses besoins et de payer sa formation. Disons qu'on va avoir d'autres éléments un peu administratifs à apporter, un peu comme si vous sortiez de l'Europe, de toute façon, comme si vous alliez aux États-Unis, par exemple, ou au Canada. Alors, d'autres éléments qui vont pouvoir faciliter la mobilité, c'est que dans l'enseignement supérieur, au niveau européen, on a un réel espace européen de l'enseignement supérieur, avec des cycles d'études qui sont harmonisés selon les accords de Bologne. Les accords de Bologne divisent en fait les études supérieures en 3 cycles. Un premier cycle qui est plutôt de 3 années, un second cycle du master qui se fait en 2 ans, et puis le doctorat en 3 ans. C'est ce qu'on a en France, le fameux LMD, licence, master, doctorat, en bac +3, +5 et +8. Pour favoriser cela, ont été mis en place les ECTS, pour European Credit Transfer System, qui sont des crédits que l'on va passer donc, en validant en fait, différents types de cours. Et on peut valider jusqu'à 60 crédits par année. Donc, vous voyez, le calcul est assez simple. Avec une licence, on est à 180 crédits. Il en faut 120 de plus pour avoir un master, etc. Et ça va permettre assez facilement
de passer en fait, par exemple, d'une licence en France à un master, par exemple en Suède ou encore dans un autre pays. Voilà, c'est entre autres ce que ça peut permettre. Et puis peut-être que Catherine nous en parlera tout à l'heure. Ça permet également de faciliter la mobilité des étudiants en Erasmus, puisqu'ils vont avoir une charge de travail du coup à l'étranger qui sera validée ensuite dans leur cursus français. Toujours pour parler un petit peu des diplômes et des certifications, pour harmoniser un petit peu tout ça et faciliter encore une fois la mobilité des étudiants, a été créé un cadre européen des certifications, donc le CEC, avec différents niveaux de référence et qui permettent à chaque pays de se comparer en fait, les uns aux autres sur cette base européenne. Donc ça permet par exemple de savoir que si on va en Irlande faire un diplôme, je sais pas, de niveau 7 ou 8 par exemple, et ben, ce sont des diplômes qui vont correspondre à notre licence en France et qui correspondront à un niveau 6 européen par exemple. Donc là, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais pour ceux qui travaillent vraiment sur la comparaison des études et qui veulent savoir ce qu'ils peuvent faire dans un pays après avoir validé par exemple un bac ou une licence ou un master, et ben, ça aide beaucoup pour savoir du coup ce qui pourra être réalisé ou pas. Toujours sur les certifications, il y a une directive qui a été signée en 2005 et qui est vraiment importante pour faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. En fait, ça permet de reconnaître automatiquement un certain nombre de formations. Donc, c'est les formations, il y en a quelques-unes comme médecin, dentiste, pharmacien, architecte, vétérinaire, infirmière également. Et donc, quand on a eu un diplôme permettant d'exercer cette profession dans un pays de l'Union européenne, on peut automatiquement l'exercer dans un autre pays de l'Union européenne. Pour d'autres professions réglementées, cette directive va également faciliter l'autorisation d'exercer, mais il y aura quand même quelques démarches à faire. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui voudraient faire kiné, par exemple, qui vont faire kiné dans un autre pays européen. S'ils veulent revenir en France, il faut qu'ils fassent une démarche pour pouvoir exercer. Et ils peuvent simplement avoir soit une autorisation directe d'exercer, soit avoir des demandes on va dire, compensatrices à réaliser, souvent soit sous forme de stage, sous forme de cours ou encore d'examen à réaliser. Mais on va dire que ça va quand même beaucoup faciliter par rapport à des gens qui auraient eu un diplôme en dehors de l'Union européenne et pour qui, on va dire, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'exercer. Alors, je vois qu'il y en a qui ont levé la main, qui auraient posé des questions. Alors, ça concerne l'Europe un peu plus que l'Union européenne, puisque ce sont actuellement une quarantaine de pays qui ont adhéré en fait, à ce cadre européen de certification. Donc, c'est plus large que l'Union européenne et plus large également que les pays Erasmus. Hop. Alors, je vais maintenant du coup laisser la parole à la collègue Dorothée qui va vous faire un premier cadre pour différencier un petit peu les différents types de mobilité pour que vous compreniez bien de quoi il en retourne par la suite. Il nous semblait important en fait de revenir sur les différentes façons de partir parce que les démarches ne seront pas tout à fait les mêmes. Et on a la chance ce soir de pouvoir avoir des illustrations de au moins deux de ces types de mobilité. Dans un premier temps, la mobilité qu'on appelle, nous, dans notre jargon, institutionnelle. Pourquoi? Parce que cette mobilité-là, elle fait partie d'un parcours d'études qu'on a entamé en France. Si on est étudiant en France, on va pouvoir partir 1 à 2 semestres d'études dans une université partenaire. Et là, en l'occurrence, comme on parle de l'Europe, on va pouvoir parler du programme Erasmus+, par exemple. Donc, ça peut être 1 à 2 semestres d'études ou un stage. On pourra peut-être demander justement à Johan de donner son témoignage tout à l'heure. Dans ce cas-là, on valide sa mobilité dans le cadre d'un diplôme français. Et on paye ses frais de scolarité en France. D'ailleurs, on a également des aides financières qui peuvent être européennes dans le cadre du programme Erasmus+, mais qui peuvent être aussi régionales avec un complément de la mobilité internationale qu'on peut avoir quand on est boursier. Donc, selon les politiques des universités ou des établissements d'enseignement supérieur, on peut ou non cumuler les bourses. Et là, l'interlocuteur privilégié, ça va être le service des relations internationales. Et je donnerai la parole à Catherine tout à l'heure pour qu'elle puisse illustrer tout ça. À côté de ça, on peut avoir une mobilité solo. Dans ce cas-là, en fait, on choisit soi-même d'entamer une formation à l'étranger et en général, on vise l'obtention d'un diplôme. Donc, on vise une formation complète dans un pays européen. Auquel cas, on valide un diplôme
du pays européen dans lequel on étudie et on paie les frais de scolarité directement dans le pays dans lequel on étudie. Parfois, on a la possibilité d'avoir des bourses d'études qui sont plutôt liées au choix de la discipline qu'on étudie ou alors qui sont liées à la qualité du dossier scolaire qu'on peut montrer. On a également la possibilité de conserver la bourse sur critères sociaux si on étudie dans une formation reconnue et dans un pays du Conseil de l'Europe. Et puis ensuite, quand les partenariats institutionnels sont vraiment très très établis, on peut envisager des cursus ou trinationaux qui donnent la possibilité d'obtenir 2 diplômes, un diplôme français et un diplôme du pays dans lequel on va étudier sur un temps d'études partagé. Auquel cas, là, il faut vraiment se renseigner sur les frais de scolarité qui sont à payer dans le pays qui accueille, a priori, quand on y est. Il peut y avoir également des bourses d'études qui couvrent au moins en partie ces frais de scolarité. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Catherine qui va venir illustrer justement le premier type de mobilité, la mobilité institutionnelle, dans le cadre d'un programme d'échange. Catherine, si vous voulez bien du coup présenter la mobilité Oui, dans le cadre d'études et qui sera, voilà, tout ce que vous allez dire, voilà, rappeler aux gens que c'est valable pour, on va dire, la plupart des établissements d'enseignement supérieur, donc les différentes universités, mais également d'autres types d'écoles, pourquoi pas écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc., qui font également de la mobilité étudiante. voilà. On fait toujours des réunions d'information auprès des étudiants de Lyon 1 en début d'année universitaire pour former les étudiants, pour leur expliquer ce qu'ils devront faire pour partir en mobilité, en programme d'échange, donc soit en Europe, soit hors Europe. Alors pourquoi partir? Tout simplement c'est une ouverture d'esprit, une autonomie pour maîtriser une langue étrangère, pour une expérience à l'international, pour apprendre à connaître un autre système éducatif, d'autres cultures. Et puis, sur un CV, c'est toujours plus attractif, c'est toujours mieux de dire qu'on est parti en mobilité, étudier un semestre ou une année d'études à l'étranger. Alors, on peut partir, dans quel cadre? On peut partir en échange, en formation académique, sur 1 ou 2 semestres, dans une université partenaire avec laquelle on a des accords. On peut partir à partir donc de la licence ou en master 1 ou master 2. On peut partir donc faire des études, mais on peut aussi partir en stage dans une université ou dans une entreprise. Alors, dans le cadre du programme Erasmus, on peut partir dans une entreprise aussi pour apprendre et où on peut partir aussi faire un stage dans un laboratoire, au sein d'une université. Alors, je parlais tout à l'heure des accords. Au niveau de l'Europe, on peut partir via le programme Erasmus+, que tout le monde connaît. Et puis, on peut partir aussi hors Europe. On a des accords, Lyon 1 a des accords aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili, au Brésil, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Bon, c'est vrai que depuis la Covid, c'est beaucoup plus facile de partir en Europe parce que déjà les frontières là, ne sont pas fermées et nos accords là, cette année avec la zone hors Europe sont vraiment compromis. La plupart de nos partenaires ont annulé les mobilités entrantes et sortantes. Et c'est vrai que sur cette année universitaire, la plupart des étudiants qui ont pu partir, sont partis en Europe. Et certains, sur la zone hors Europe, suivent des cours en distanciel et non pas en présentiel, malheureusement. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d'un programme d'échange? Alors déjà, on dit tout le temps qu'une mobilité se prépare 1 an à l'avance. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà préparer votre dossier et il faut réussir son année d'études précédant le départ. À Lyon 1, on souhaite que la moyenne, que l'étudiant qui souhaite partir ait une moyenne minimum de 12 sur 20. Voilà. Il faut qu'il soit, bien sûr, au moment de son départ, il faut qu'il soit inscrit à Lyon 1. Et puis, certaines universités demandent parfois un niveau de langue. Et à Lyon 1, on prépare les étudiants à des cours de langue
comme la préparation au TOEFL, et le CEL, qui est le Centre de langue de Lyon 1, peut aussi donner des cours de langue aux étudiants qui souhaitent partir en mobilité à l'étranger, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, voire des cours d'allemand. Alors, les avantages d'un programme d'échange, d'une mobilité qui est vraiment encadrée, vous payez vos droits d'inscription à Lyon 1 avant de partir, et vous ne payez pas vos droits d'inscription au sein de l'université d'accueil. Pendant toute votre... enfin, avant de partir, et puis une fois que vous serez sur place, vous serez toujours accompagné, vous êtes vraiment chouchouté, parce qu'avant votre départ, il y a toujours des personnes, des personnels administratifs qui vous accueillent, qui vous renseignent dans vos démarches. Et une fois sur place, c'est la même chose. Dans les universités partenaires, il y a toujours une personne qui vous accueille au sein de l'université et qui vous accompagne dans toutes vos démarches. Ça peut être également des étudiants, puisque au sein de Lyon 1, on a des étudiants tuteurs qui accompagnent les étudiants entrants. Et je sais qu'au sein des universités partenaires, il y a également un système de tutorat, le body system, où les étudiants sont accueillis par d'autres étudiants et qui sont aidés dans leur démarche. Au niveau des résultats, bien, vous passez vos examens au sein de l'université partenaire, mais ces résultats sont validés dans votre cursus de l'université où vous êtes inscrit. Donc, les étudiants qui sont inscrits à l'UCBL passent leur examen tout au long de leur mobilité au sein de l'université partenaire et les résultats sont validés par Lyon 1. Alors, je parlais de préparation linguistique. Donc, on prépare les étudiants au TOEFL. Voilà, il y a des, alors là, c'était une diapo qu'on a présentée à nos étudiants. Il y a des cours d'anglais, de préparation au TOEFL, avec des séances TOEFL. Et les étudiants s'inscrivent et peuvent passer le TOEFL au niveau de Lyon 1, puisqu'on est centre TOEFL avec l'IUT. Alors, je ne présente pas, je n'ai pas fait de diapo pour expliquer un petit peu comment l'étudiant de Lyon 1 qui est intéressé pour partir en mobilité doit s'y prendre. Bon, il prépare son dossier tout le long de l'année. Là, je vais essentiellement parler des étudiants qui veulent suivre, donc qui veulent partir en mobilité en Europe pour suivre des cours en anglais. Donc, la plupart des étudiants, c'est vrai, souhaitent partir au Royaume-Uni. Malheureusement, le Royaume-Uni fait partie du programme Erasmus jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais à compter de l'année prochaine, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, puisqu'on n'a pas du tout d'informations au niveau de l'agence européenne. On ne sait pas encore si donc, le Royaume-Uni sort de l'Europe, ça c'est sûr. On ne sait pas du tout s'il continuera à participer au programme Erasmus. On a candidaté pour la nouvelle charte Erasmus, la charte qui aura de 2021 à 2027. Voilà. Et on ne sait pas du tout encore si les étudiants pourront bénéficier, les étudiants du Royaume-Uni, les étudiants français, européens pourront partir au Royaume-Uni dans le cadre du programme. Donc malheureusement, là pour l'instant, on n'a pas d'informations. Par contre, les étudiants... Alors là, j'ai noté les étudiants, les universités anglo-saxonnes en partenariat avec Lyon 1. Donc, on avait différents partenaires pour suivre des cours en anglais. Et on peut suivre quand même des cours en anglais dans toutes les universités scandinaves, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande. Donc, j'ai fait la liste un petit peu, qui n'est pas exhaustive, hein, de nos partenaires avec la Norvège, plus loin avec la Suède, avec la Finlande. Il faut savoir quand même néanmoins que la plupart de nos partenaires maintenant souhaitent une réciprocité. Ça veut dire que si de leur côté, ils n'ont pas d'étudiants intéressés pour venir par exemple étudier à Lyon 1, la plupart des accords Erasmus sont dénoncés. C'est vrai que si on veut envoyer un étudiant dans un pays anglo-saxon ou dans un pays où on a des cours en anglais, la plupart de nos partenaires souhaitent aussi nous envoyer des étudiants. C'est vraiment une règle maintenant qui s'impose, c'est la réciprocité dans les accords. Donc, on a des partenariats avec la Norvège, avec la Suède, avec le Danemark. Avec le Danemark, on avait un accord avec l'Université de Copenhague, mais l'Université de Copenhague a dénoncé ces accords puisqu'il n'y a pas de réciprocité. Et puis,
du fait que les Anglais, finalement, sont de moins en moins, enfin, sont assez réticents déjà à faire des accords Erasmus. La plupart des universités qui proposent des cours en anglais sont vraiment très, très sollicitées. Et c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas de réciprocité entre l'établissement français et l'établissement finlandais ou danois ou suédois, et bien, s'il n'y a pas de réciprocité, nos partenaires dénoncent leurs accords. Par contre, on peut aussi suivre des cours d'anglais dans tous les pays de l'Europe de l'Est aussi. Alors, j'ai mis Lituanie, Estonie, Lettonie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie. C'est vrai que les étudiants ont parfois sont réticents à partir sur des pays comme la Roumanie, par exemple, où il y a des cours en anglais. Donc, mais il y a pourtant des réelles possibilités de départ vers ces pays. Et je sais qu'au niveau de Lyon 1, qui est une université donc, scientifique et de santé, on a des étudiants en médecine qui partent en Roumanie et qui sont très bien accueillis, les cours sont en anglais, il y a aussi de bonnes structures d'accueil. J'ai mis, si vous voulez vous renseigner, témoignages d'étudiants sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis sur le site de l'agence Erasmus. Merci Catherine pour toutes ces informations. Avant de laisser peut-être d'abord nous témoigner, on va prendre quelques questions, parce qu'il y avait quelques questions qui concernaient la mobilité. Je reprends s'il y avait une première qui demandait est-ce que c'est possible de faire la préparation du TOEFL donc à Lyon 1 si on n'est pas de l'Université de Lyon 1? Non, il faut être vraiment étudiant de Lyon 1, avoir un projet de mobilité avec Lyon 1 pour pouvoir bénéficier de cette préparation au TOEFL. Voilà, donc une autre question qui concerne le principe de réciprocité. Donc là, la question en gros, c'était est-ce que ça concerne principalement l'Université de Lyon ou bien alors c'est le même principe pour toutes les universités Non, toutes les universités sont confrontées à ce problème quand même de réciprocité. Ouais. Alors, une autre question là, donc voilà, est-ce que ça signifie que s'il n'y a pas d'accord avec le Royaume-Uni, il sera plus difficile d'étudier dans un pays anglophone? S'il n'y a pas d'accord, bon, ça sera... Alors, je ne sais pas, on n'a pas de consigne. Après, on a quand même des partenaires du Royaume-Uni qui sont inquiets parce qu'ils sont quand même pénalisés. Et certains aimeraient, même si le Royaume-Uni sort de l'Europe, l'idéal, ce serait qu'ils puissent quand même bénéficier d'un échange et bénéficier des bourses Erasmus. Mais ça, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Après, par exemple, la Suisse, qui ne fait pas partie du programme Erasmus, avait instauré un système de bourse pour les étudiants entrants. Donc, on a des accords bilatéraux avec la Suisse, et la Suisse propose des bourses pour les étudiants entrants. Donc, je ne sais pas si le Royaume-Uni agira de la sorte, parce qu'il y a quand même beaucoup d'universités qui vivent des droits d'inscription. Et voilà, et c'est vrai que malheureusement, je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler l'année prochaine. Très bien, merci Catherine. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, et puis il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir. Lou, donc là, vous avez fait un Erasmus justement donc en Roumanie. Vous parlez roumain? Pas du tout. Pas du tout. Alors comment est-ce que vous avez fait? Alors en fait, là-bas, déjà l'ensemble de mes cours étaient en anglais, donc ça aidait beaucoup. Et après, l'université avait aussi proposé des cours de roumain. Donc j'avais commencé à en prendre, mais c'était un peu compliqué avec mon emploi du temps. Et sinon, c'est très facile de se débrouiller en Roumanie, même en parlant anglais. Et j'étais aussi beaucoup avec d'autres Erasmus, donc j'avais pas forcément de personnes roumaines avec qui interagir. Et même les autres étudiants de la faculté où j'étais parlaient très très bien anglais, donc il n'y avait vraiment pas de souci. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous étudiez déjà en France et donc comment vous êtes parti? Alors là, je suis en master de commerce international à l'IAE de Lyon, donc sur le campus de Lyon 3. Et l'année dernière, en Roumanie, du coup, je finissais ma licence en économie et gestion. D'accord. Donc on voit là tout de suite que la mobilité dans le cadre en Erasmus, c'est pas que pour ceux qui étudient les langues, hein, mais c'est vraiment toutes les disciplines confondues. Même quand j'étais en Roumanie, il y avait énormément d'étudiants qui étaient aussi dans le milieu de l'industrie. Il y avait beaucoup d'étudiants en médecine aussi. Enfin, c'est vraiment très très large, quoi. Donc c'est pas parce qu'on fait des études de langue ou autre que Erasmus est pour ces personnes-là. Ça touche vraiment toutes les formations.
D'accord. Catherine nous a montré un petit peu tout à l'heure sur une diapo un peu voilà, pourquoi partir, ce que ça pouvait développer. Vous, qu'est-ce qui vous a décidé à partir et encore plus en Roumanie? Alors, pour la question de la Roumanie, en fait, c'est un pays enfin, qui a beaucoup d'a priori. Et je voulais vraiment me faire ma propre idée. Et je savais que c'est un pays où je n'irais pas forcément en dehors du programme d'Erasmus. Donc, je voulais vraiment essayer d'aller dans un pays où je n'irais pas forcément en vacances, par exemple, ou voilà, aller dans un pays qui m'intriguait. Et au final, j'ai beaucoup découvert et ça se permet de se faire un propre avis sur des pays qu'on ne connaît pas forcément. Et aussi, au niveau du niveau de vie, le niveau de vie est quand même assez bas par rapport à la France, donc ça permet de faire encore plus de choses. Donc, j'ai pu vraiment découvrir toute la Roumanie. En plus, le train est gratuit pour les étudiants en Roumanie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour les étudiants en Roumanie. Donc, voilà. Et même, enfin, ce que j'ai aimé là-bas, c'est aussi le, la pédagogie là-bas est vraiment différente au niveau des cours, comment ça se passe. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, voilà. Mais c'était vraiment très positif. Et même au niveau des... J'avais regardé avant de partir, du coup, des témoignages d'étudiants qui étaient allés en Roumanie. Et c'est vraiment que du positif. D'accord. Alors, on parle beaucoup du positif, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés, soit en amont dans la préparation ou même sur place? Alors, quand je suis arrivée sur place, le problème, c'est que les cours là-bas changent pas mal au niveau des années. Du coup, je devais vraiment changer. Alors, avant de partir, on fait un learning agreement avec l'ensemble des cours qui correspondent à peu près aux cours qu'on a en France. C'est le Sauf que moi, contrat. en arrivant, j'ai dû changer la plupart de mes cours. Donc, après, c'est des échanges de mails avec la faculté de Nantes ou avec laquelle je suis partie. Donc, ça peut être un peu stressant au début de préparer ces cours, mais la faculté en Roumanie était vraiment enfin, très souple par rapport à ça. Ils savaient que les Erasmus, on avait des problèmes. Même, ils nous encourageaient à faire plusieurs cours, TD, plusieurs groupes, essayer plusieurs groupes de TD pour voir quel prof nous va le mieux. Parce qu'il y en a qui parlent plus ou moins bien anglais. Donc, enfin, vraiment, on était enfin, très libre de faire ce qu'on voulait. Et ça aide beaucoup après pour la suite. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, du coup, cette mobilité? Du coup, ça permet d'être beaucoup plus autonome déjà parce qu'on part un peu seul. Enfin, moi, je connaissais personne qui partait aussi en Roumanie dans ma faculté. Donc, ça permet aussi enfin, d'être beaucoup plus sociable, de rencontrer plein de gens. Et vu que on rencontre beaucoup d'Erasmus qui aussi arrivent et ne connaissent personne, il y a beaucoup d'entraide et c'est vraiment très facile de rencontrer du monde en Erasmus. Et là-bas, j'ai aussi rencontré le réseau ISN. Donc, il Mhm. m'a aussi poussé à rejoindre le réseau ISN de Lyon cette année. Et le réseau ISN proposait vraiment beaucoup de choses. Il y avait énormément de sorties d'organiser, de voyages au sein de la Roumanie et ça aide aussi beaucoup à découvrir le pays et c'est très intéressant. D'accord. Donc ça, c'est un bon point quand même facilitateur de mobilité, c'est ce Oui, réseau ESN et oui. d'autres associations qu'il peut y avoir également sur place. Donc pas hésiter à aller vers les autres, quoi, si j'ai bien compris. Même avant de partir, ils avaient déjà proposé le buddy system. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que j'ai des amis qui étaient en Roumanie. Leurs buddies sont allés les aider à l'aéroport, aller les chercher, leur faire visiter vite fait la capitale en arrivant, leur donner pas mal d'informations sur la faculté et tout. Donc, ça aide aussi avant la rentrée d'être un peu plus détendu et de savoir un peu où on va quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas du tout. D'accord. Et là, un conseil que vous pourriez donner à des étudiants qui hésitent un petit peu, savoir s'ils veulent partir ou pas? Pour moi, c'est vraiment un plus, enfin Erasmus, surtout que c'est quelque chose qu'on peut faire enfin, que pendant ses études, enfin, parce que c'est vraiment difficile en dehors des études de partir comme ça. En plus, vu qu'il y a les aides, ça facilite énormément la mobilité. Donc, enfin, faut vraiment pas hésiter. Enfin, je connais personne qui regrette d'être allé en Erasmus. Hmm. Et même pour la suite, enfin, ça permet de faire pas mal de rencontres parce que même en revenant en France, j'ai rejoint le réseau ISN de Lyon. Donc, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui ont la même expérience que moi. Et même en rencontrant des personnes comme ça, il y en a en fait qui ont aussi fait Erasmus. Et enfin, ça permet d'avoir plein de conversations. Et aussi, moi, du coup, j'ai pu découvrir la Roumanie et de me faire un avis dessus. Et quand je regarde, par exemple, enfin, les news, des choses comme ça, je sais comment ça se passe là-bas, etc. Ça me fait avoir un avis beaucoup plus international et d'être beaucoup plus objectif, du coup, dans mes opinions. D'accord. Juste une ou deux questions du coup avant de passer Oui, à j'ai la vu. suite. Il y avait une Oui. première sur l'âge que vous aviez quand vous êtes parti et la deuxième Alors, du par rapport coup, au logement. Comment vous alors là, moi, je suis partie l'année dernière, donc j'avais 20 ans. Après, il y a des gens qui ont. Enfin, j'étais dans les plus jeunes des Erasmus de Roumanie, mais il y a vraiment tous les âges. Donc, faut pas se dire, oh, mais peut-être je suis un peu vieux ou peut-être je suis un peu jeune. Enfin, vraiment, il y a de tout. Donc, voilà. Et au niveau des logements, alors moi, je n'étais pas sur le campus, mais je sais que la faculté proposait à chaque fois si on voulait un logement dans le campus. Et c'est vraiment pas cher, hein. Enfin, il y en avait, ils étaient dans le campus un peu comme le coût qu'on peut avoir ici et ils payaient 50 euros par mois. C'est vraiment pas très cher le logement en Roumanie. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, etc. Donc, il faut être quand même assez
Enfin, assez, faut bien regarder, faire attention, etc. Et sinon, moi, non, j'avais trouvé un logement chez un particulier. Donc, par le biais de Facebook, il y a pas mal de groupes pour trouver des colocations, etc. Et du coup, j'étais en colocation avec un Français, une Moldave et un Espagnol. D'accord, un peu l'auberge espagnole à la roumaine. C'est D'accord. ça. Merci Lou. Ce que je vous propose maintenant, donc, du coup, pour enchaîner, c'est de repartir sur la mobilité qu'on appelle plutôt en solo, c'est-à-dire pour ceux qui veulent s'inscrire directement à l'étranger. Donc, laissez la parole à Dorothée et du coup, Roumiana viendra témoigner à ce moment-là, puisque Roumiana, je rappelle que vous êtes bulgare, mais vous avez étudié au Royaume-Uni en vous inscrivant directement au Royaume-Uni. Donc, ça concerne plutôt la partie que Dorothée, du coup, va présenter. Donc, merci beaucoup Lou, mais restez pas loin parce qu'il y aura peut-être encore des questions pour vous. Quand on envisage une mobilité en solo, il y a une préparation qui est un petit peu différente de celle dont on a parlé là précédemment dans la mobilité institutionnelle. En effet, on peut tout à fait partir directement après le bac. J'ai vu quelques questions passer à ce sujet. En revanche, il faut bien avoir réfléchi sur son projet. Quelles sont les motivations, quels sont les intérêts, quels sont les objectifs à plus long terme. Donc là, n'hésitez pas à rencontrer vos professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale qui peuvent vous accompagner justement sur cette réflexion sur le projet. Après, nous, par exemple, dans le réseau Euroguidance, on peut vous aider à savoir si ces projets-là sont transposables à l'étranger. Une fois qu'on a vu que c'était transposable, on peut effectivement s'inscrire dans différents types de formations. En France, il existe des formations universitaires, la licence, le master, le doctorat, mais il existe aussi des formations professionnelles comme le BTS, le DUT. Eh bien, dans d'autres pays d'Europe, il peut aussi exister cette différence entre les programmes dits théoriques et un petit peu plus longs, comme le bachelor par exemple, qu'on peut préparer, qui est un diplôme de premier cycle qui va équivaloir à une licence, mais on peut aussi trouver des diplômes professionnels comme le HND, High National Diploma ou HNC Certificate, qu'on peut préparer au Royaume-Uni par exemple, ou l'Academy Profession Degree qu'on prépare au Danemark, qui sont des diplômes professionnels qui vont un peu être les équivalents de nos BTS DUT. On a ajouté un autre exemple de diplôme qu'on peut préparer, qui est le Top-Up Degree, qui pourrait ressembler à notre licence professionnelle, donc une année ou une année et demie qui vient s'ajouter à un diplôme de niveau Bac+2 français et qui permet de compléter à terme un bachelor. Donc il existe bien des diplômes qu'on peut envisager tout de suite en sortant du bac, et des diplômes de deuxième cycle, comme le master, qu'on peut envisager après avoir obtenu une licence en France ou un autre diplôme. Donc, on a vu qu'on pouvait choisir des formations différentes. On va également choisir un pays selon des critères différents. On va le choisir en fonction du coût des frais de scolarité. En France, on a des frais de scolarité qui sont pris en charge par l'État à l'université, par exemple. Dans d'autres pays d'Europe, les frais de scolarité seront à régler par les étudiants. Donc les frais de scolarité, le coût peut varier d'un pays à un autre. Mais le coût de la vie aussi, sur place, peut varier. C'est-à-dire qu'après, il faut réfléchir effectivement au budget dont on dispose pour voir si c'est intéressant d'étudier dans un pays dans lequel les frais de scolarité seront gratuits, par exemple, mais pour lequel le coût de la vie sera plus élevé que celui qu'on a en France. Donc ça, c'est un critère de choix. Un autre critère de choix, j'aurais presque pu le mettre en premier, c'est aussi peut-être l'affinité que vous avez ou l'intérêt que vous avez pour un pays. Lou nous a bien dit qu'elle souhaitait découvrir un pays justement peut-être aussi qu'elle ne connaissait pas, une zone géographique qu'elle ne connaissait pas. Voilà, ça fait partie des critères de choix justement aussi des pays dans lesquels on va étudier. Et puis, dernier critère de choix, et je donnerai la parole à Yvan qui va illustrer mon propos, ce sera le nombre, enfin les programmes en eux-mêmes, et puis si les études qu'on souhaite faire peuvent être proposées en anglais dans le pays qu'on vise. Et pour le coup, là, on peut peut-être vous donner une illustration sur l'information que vous pouvez trouver sur le site euroguidance-france.org. On a effectivement une rubrique qui permet de recenser les programmes qui peuvent être proposés en anglais en Europe
Et du coup, peut-être je te redonne la parole, Yvan. Merci Dorothée. Donc là, je vous ai amené sur le site euroguidance-france.org, donc vous êtes sur notre page d'accueil. Quand vous scrollez, c'est-à-dire que vous descendez un petit peu vers le bas, vous avez différents types de dossiers que je vous laisse découvrir, et puis dont un en fait sur les formations dispensées en anglais en Europe. Dans ce dossier-là, vous allez avoir donc une première explication un petit peu de comment est-ce qu'on fait des études en anglais dans un pays en Europe. Et puis, vous avez surtout une déclinaison par pays où on vous explique un petit peu des informations sur le nombre de programmes que l'on peut trouver en anglais par niveau. Donc, on voit, si on déroule, on a tous les pays. Et puis, des liens, donc par exemple, là sur Study in Denmark, des liens pour pouvoir avoir accès en fait, aux programmes qui vont être disponibles. Donc là, on retrouve dans les types de diplômes, on va retrouver les diplômes dont Dorothée a parlé. Si on fait l'exemple sur du post-bac, on peut aller par exemple sur du bachelor. Il suffit de sélectionner un petit peu les domaines. On avait une question par exemple sur les humanités. On peut faire un petit peu ce type de recherche dans les différents pays qui nous intéressent. Et là, par exemple, on va avoir 16 programmes qui vont être enseignés en anglais. Donc, par exemple, je ne sais pas si on prend Europe in the World, je ne sais pas, donc 560 crédits, ça va pas être plutôt European Studies, qui fait 180 crédits, donc qui va être en 3 années. Et vous allez avoir du coup les indications que l'on avait données tout à l'heure. Donc c'est 3 années pour 180 crédits. Il n'y a pas de frais pour les étudiants européens. Et vous allez avoir une petite description. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout ensuite aller sur le site web directement de l'université pour avoir vraiment des informations plus précises. Donc ça, vous l'avez vu, à partir de notre page Euroguidance, on peut vraiment faire des recherches pays par pays et avoir des informations qui vont vraiment être objectives. Parce qu'entre nous, si vous regardez simplement, vous faites une recherche dans n'importe quel moteur de recherche, études aux Pays-Bas, au Danemark ou d'autres choses comme ça, vous allez, depuis la France, en tout cas majoritairement tomber sur des écoles privées et vous serez loin d'avoir une exhaustivité dans les réponses. Donc là, je ne sais pas si les questions… oui, donc sur les doubles cursus, on vous en parlera peut-être un tout petit peu après. Hop. Je vais repasser la parole du coup à Dorothée, puis on reprendra un petit peu un temps pour répondre aux diverses questions. Hop. Dorothée ? Alors, quand on part en solo, ça signifie qu'on s'inscrit de manière autonome, en fait, dans le pays et dans la formation qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on va se conformer au système d'admission du pays et de la formation qu'on vise. Donc là, on vous a laissé quelques exemples pour le Royaume-Uni et l'Irlande, 2 sites qui vont… j'allais dire ressembler un petit peu à Parcoursup, cao.ie, qui à la fois donne des informations sur les programmes d'études qui sont proposés en Irlande, mais qui sont aussi une plateforme, qui est aussi une plateforme de candidature. C'est-à-dire que c'est par ce biais-là que vous allez candidater auprès des universités. Même chose pour UCAS, c'est par ce biais-là que vous allez candidater. Ailleurs en Europe, il y a beaucoup de pays quand même qui ont fait le choix de ces procédures centralisées. C'est le cas pour les Pays-Bas, c'est le cas pour le Danemark, ça va être le cas pour la Suède aussi. J'avais repéré un exemple où la procédure n'était pas centralisée, mais où il fallait s'adresser directement aux universités, c'est la Hongrie, par exemple. Donc ça, il faut bien aller voir en amont quel est le système en fait, d'admission qui a cours dans le pays que vous visez. Voilà pour les sites. On peut peut-être passer… Merci. Comme vous faites les choses de manière autonome pour vous inscrire, vous avez tout intérêt à vous informer en amont, notamment sur le calendrier. Nous, quand on est élève de terminale, on a un calendrier spécifique pour formuler ses vœux sur Parcoursup et on a jusqu'au 15 mars pour le faire. Et bien, dans d'autres pays, le calendrier n'est pas forcément le même. Donc là, on vous a mis quelques exemples pour l'Irlande, pour laquelle il faut formuler les vœux avant le 1er février. Pour le Royaume-Uni, qui a quelques formations pour lesquelles il est déjà trop tard, parce qu'il fallait candidater avant le 15 octobre, mais c'est vraiment très spécifique sur les formations médicales et sur les formations à Oxford et à Cambridge. Sinon, vous avez jusqu'au 15 janvier pour le faire. Et globalement, en Europe, je dirais que vous allez trouver en général des deadlines entre le mois de mars et le mois de mai, en fait. Donc ça, c'est pareil sur le site euroguidance-france.org.
.org, vous avez des fiches pays sur lesquelles vous allez retrouver justement ces informations sur les calendriers, sur les procédures d'admission et trouver les moteurs de recherche de formation également. Les frais d'inscription, on en parlait tout à l'heure, sont différents de ce qu'on peut connaître en France, c'est-à-dire que quand on part étudier en solo, on vise la préparation d'un diplôme irlandais par exemple, donc on va se conformer aux frais de scolarité qui ont cours en Irlande. C'est-à-dire que, alors, en Irlande, l'État prend en charge une partie des frais de scolarité, mais il y reste une contribution qui doit être payée par l'étudiant, qui est de l'ordre de 3 000 €. Pour le Royaume-Uni, jusqu'à présent, enfin jusqu'à la fin donc, du mois de décembre de cette année, en fait, les frais de scolarité s'élèvent à 9 000 livres par an. Et jusqu'à présent aussi, les étudiants européens, donc les Français, avaient la possibilité de souscrire un prêt auprès du gouvernement du Royaume-Uni pour pouvoir couvrir les frais de scolarité. Ça, à partir du 1er janvier 2021, ça ne sera plus possible et a priori, les frais de scolarité dont les Français devront s'acquitter seront les frais de scolarité qui étaient prévus pour les internationaux. Ailleurs en Europe, les frais peuvent varier alors, selon le pays. On a vu, j'ai donné quelques exemples sur les pays du nord de l'Europe qui, en général, ne font pas payer de frais de scolarité aux étudiants. En revanche, le coût de la vie est très certainement plus élevé que celui qu'on a en France. Donc après, c'est un calcul aussi à faire. En revanche, dans les pays de l'Est, Lou le disait tout à l'heure, c'est vrai que le coût de la vie est moins élevé que celui qu'on peut connaître ici. En revanche, les frais d'inscription le sont un peu plus. Tous les établissements privés sont payants, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. À partir du moment où on étudie dans un établissement privé, là, effectivement, il va y avoir des frais de scolarité. Et parfois, il peut y avoir des frais différents selon la spécialité, la matière, la discipline qu'on étudie dans le pays qu'on a choisi. Donc, vigilance par rapport justement à tous ces types d'informations quand on prévoit de partir en solo, notamment quand on prévoit de le faire directement après le bac. Donc peut-être juste une pause avant de passer à la diaporama suivante. En ce qui concerne les bourses, c'est une question qui a été posée. Donc pour les étudiants français, il est possible de demander à conserver les bourses du Crous lorsqu'on étudie dans un pays qui fait partie du Conseil économique de l'Europe. Globalement, c'est un peu plus large que l'Union européenne, c'est même bien plus large, à condition que la formation soit éligible pour recevoir des étudiants boursiers. Pour cela, il y a deux critères essentiels. C'est d'une part, il faut que le diplôme, bien sûr, soit reconnu par l'État dans lequel vous allez faire vos études. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que le domaine d'études soit reconnu également par le Crous, dépendre du Crous. Par exemple, des étudiants qui vont aller faire des études, je sais pas, d'infirmier ou de kiné, par exemple, dans un autre pays européen, n'auront pas de bourse du Crous parce que même en France, ces bourses-là dépendent des régions et non pas du Crous. En fait, c'est plutôt là-dessus. J'avais un autre exemple, une jeune qui était partie en Norvège, par exemple, faire un master qui touchait un peu à l'agroalimentaire. Donc, au niveau du Crous, ils ont considéré que cela dépendait plus du ministère de l'Agriculture. Donc, voilà, donc ils n'ont pas eu la bourse du Crous. Mais autrement, c'est possible en tout cas de faire la demande. Vous faites donc votre demande vous faites votre dossier social étudiant comme si vous partiez en France, mais pour un pays du Conseil économique de l'Europe. L'autre point par rapport aux bourses, c'est que certaines universités à l'étranger peuvent avoir des programmes de bourse, mais qui vont plutôt être sur la base du mérite et non pas des revenus sociaux, et qui vont surtout, on va en trouver un petit peu au niveau du bachelor, mais quand même beaucoup plus au niveau des masters. Parce que ça va être pour des étudiants qui ont déjà prouvé qu'ils étaient performants dans l'enseignement supérieur. De la même façon, au niveau des doctorats, c'est aussi là qu'on va trouver des systèmes de bourse. Dernier point, paradoxalement, c'est souvent dans les pays dans lesquels les frais d'études sont les plus élevés que du coup, on va avoir des universités qui vont proposer des bourses. Ça va être le cas, par exemple, du Royaume-Uni, alors que si vous allez dans d'autres pays européens où il n'y a pas de frais de scolarité, là, les bourses seront beaucoup plus rares. On va terminer avec cette diapo sur la présentation justement de la mobilité solo et là je ferai intervenir Roumiana qui je pense va pouvoir témoigner de son expérience dans la mesure où elle a candidaté pour un bachelor directement après le bac. Alors sachez que quand vous allez étudier en Europe, vous allez être sélectionné selon différents critères. Donc là on vous en a indiqué quelques-uns qu'on retrouve de manière générale.
enfin, vous sélectionnez sur votre bac, c'est-à-dire que le baccalauréat français donne en général accès directement à l'enseignement supérieur en Europe. Ceci étant, il peut y avoir certains pays qui demandent des procédures de reconnaissance complémentaires. Ça va être le cas pour l'Espagne, la Belgique, la Roumanie. Hein. Alors, certes, ce n'est pas forcément dans ces pays-là qu'on pense aller faire un programme en anglais, mais encore une fois, c'est pour vous alerter sur les points de vigilance à avoir quand vous voulez aller étudier directement ailleurs qu'en France après le bac. On va vous sélectionner sur votre niveau académique. Donc ça, c'est le niveau scolaire, en sachant que on va pouvoir vous demander d'avoir des connaissances, des compétences particulières dans certaines matières. J'insiste, ça fait partie des prérequis qu'on retrouve dans les fiches programmes hein, qu'on trouve assez facilement sur les sites des universités. Par exemple, en Irlande, en général, on demande des connaissances en mathématiques hein, et on sait qu'en France, on a la possibilité de ne pas choisir cette spécialité mathématique en première et en terminale. Donc, vigilance aussi sur les prérequis. Qu'est-ce qu'on demande pour accéder à certains programmes. On va vous demander aussi de faire la preuve de votre niveau linguistique en passant un test de langue. Donc là, on vous en a mis quelques-uns, hein, l'IELTS qui est un test d'anglais britannique, le TOEFL qui est un test d'anglais américain, et Duolingo qui est accepté dans quelques universités, notamment au Royaume-Uni. Là encore, hein, vigilance, c'est inscrit dans les prérequis et il faut bien vérifier que ce soit accepté. Les tests de langue, il va falloir soumettre un score, c'est-à-dire un résultat, en fait, à l'université pour qu'elle vérifie si oui ou non, elle estime que vous avez le niveau en langue nécessaire. Ce score, il n'est pas forcément identique d'un programme à un autre. Et d'ailleurs, les tests de langue ont des subtests hein, qui évaluent des compétences différentes. On ne demandera pas forcément le même score pour un bachelor en arts plastiques, par exemple, ou alors un bachelor en littérature anglaise. Donc là encore, soyez bien vigilants sur les prérequis linguistiques. On peut vous demander aussi des lettres de recommandation, des références. Donc ça, nous, on a moins l'habitude, quoique finalement, avec Parcoursup, on a l'avis des enseignants et du chef d'établissement qui entre de plus en plus en ligne de compte dans la sélection hein, qu'on peut rencontrer pour certaines formations. Mais là, c'est des lettres de recommandation sur votre capacité à travailler, votre attitude face au travail, votre capacité à réussir dans tel ou tel programme d'études, votre capacité à réussir dans des études en langue étrangère. Donc ça, on peut vous le demander. Et puis, on va vous demander un personal statement. Donc ça je ferai intervenir Rumiana juste après, qui est une lettre de motivation, on va dire, améliorée, dans laquelle vous expliquez justement votre projet d'études, d'où il vient, à quoi il va vous mener et pourquoi vous souhaitez aussi étudier à l'étranger et pas forcément en France. Pour certains programmes, on peut vous demander de passer des examens ou alors d'avoir des expériences complémentaires. Ça va être le cas notamment en Irlande et au Royaume-Uni sur les programmes médicaux, hein, notamment. Voilà. Donc peut-être, Rumiana, étant donné que vous êtes passé par la plateforme UCAS pour candidater dans les universités, vous voulez bien en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai postulé en Angleterre dans une université de Portsmouth en 2015. Et pour postuler, justement, j'ai utilisé une agence locale en Bulgarie qui m'a aidé justement de préparer mon dossier et d'envoyer mes documents en Angleterre. Donc, au début, j'essaie de préparer des documents de personal statements, ou ce qu'on appelle lettre de motivation en France. Et ils m'ont donné quelques conseils comment rédiger le lettre de motivation en expliquant non seulement mes motivations d'étudier ces études, mais aussi pourquoi dans l'université de Portsmouth. Après, ils m'ont aussi aidé de préparer mon dossier avec différentes documentations pour obtenir un crédit, justement pour étudier à Portsmouth, et aussi pour postuler pour avoir un logement dans une résidence universitaire. D'accord. Vous avez dû soumettre aussi un score à un test de langue. Vous aviez passé quel test? Alors, moi, je n'avais pas beaucoup de temps pour me préparer. Alors, j'ai choisi IELTS parce qu'on m'avait conseillé que c'est un peu plus facile de se préparer pour IELTS que TOEFL.
Et c'est ce que j'ai fait. J'avais, je pense, 3 ou 4 mois pour me préparer. Et les demandes de l'université, il s'agissait d'avoir un minimum de 6 sur tous les composants de projection orale écrite, compréhension orale et écrite. Et finalement, je n'avais 6,5, ce qui correspond au niveau B2, ce qui est, je dirais, assez facile à obtenir pour les licences. Très bien. Et au niveau des recommandations, justement, des références? Alors là, je devrais demander à une de mes professeurs de langue étrangère de rédiger en une lettre. Et après, je devrais justement faire une traduction de cette lettre et envoyer à l'université de Portsmouth. Mais finalement, lettre de recommandation, la mienne, c'était pas vraiment très longue, c'était une demi-page si je ne me trompe pas. Et c'était plutôt facile pour mon professeur de rédiger cette lettre. Parce que c'était un enseignant en langue étrangère, justement. Oui, voilà. D'accord. Je voulais rebondir sur. Alors, vous êtes passé par une agence qui vous a aidé justement à formuler votre candidature sur UCAS. Par rapport au personal statement, sur le site, vous avez un guide, si vous n'avez pas la chance d'être accompagné par ailleurs, vous avez un guide qui vous explique comment justement aussi rédiger ce personal statement. On a peut-être un petit peu moins l'habitude de faire en France. Miana, est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que vous retenez, vous, de votre séjour au Royaume-Uni, là, sur le bachelor que vous avez fait? Oui, bien sûr. Déjà, c'était super intéressante l'expérience parce que le système éducatif en Angleterre est bien plus différent que le système éducatif en France. Déjà, on parle de différents modes d'enseignement et aussi d'apprentissage, différents modes de rédiger les différentes dissertations. Donc, c'est vraiment plus différent. Moi, j'étais super contente de mes études parce que justement, euh, j'étais super contente de mon programme, de mes cours. On avait ce qu'on appelle core units, ce qui était des cours obligatoires et aussi des cours qui étaient par choix. Donc, on avait pas mal de liberté en termes de choix de nos cours, ce qui était super sympa. Et aussi en Angleterre, il y a plein d'institutions qui nous aident en termes d'étudiants, parfois de rédiger un CV, de trouver un travail, un job étudiant. Et en général, il y a beaucoup plus, je trouve qu'il y a plein de différentes aides pour les différents étudiants. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle matière est-ce que vous avez fait votre bachelor? Alors, ma licence, c'était en relations internationales et langues. Et moi, j'ai fait du français et allemand. Français et allemand, d'accord. Ouais. En plus de l'anglais, de tous les autres cours. Oui, voilà. Oui, évidemment. Ok, et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, cette expérience de mobilité? Déjà, je devais vraiment sortir de ma zone de confort. Et c'était une belle expérience enrichissante de manière culturelle, linguistique, même personnelle. Et j'avoue que c'était bien sympa de partir à l'étranger, de justement améliorer davantage mes connaissances linguistiques, d'apprendre un peu plus les différentes cultures à l'étranger. Et je recommande à tout le monde d'essayer la même chose. Très bien. Johan, peut-être, vous avez parlé un petit peu de mécène, mais à titre personnel, vous, un peu comme Rumiana et Lou, qu'est-ce que ça vous a apporté, vos deux expériences, hein? Je rappelle, à la fois un Erasmus en Italie et puis un stage que vous avez pu faire en Irlande. Alors, ce que ça m'a apporté, clairement, c'est de penser mon projet. En fait, je suis sorti du bac, enfin, oui, c'est ça, du bac, sans aucune idée de ce que j'allais faire. Très clairement, je savais pas en quoi m'inscrire. Enfin, fallait mettre des choses sur Parcoursup, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, j'ai pris un DUT en me disant que je ferais 2 années d'études dans un secteur qui me plaisait, qui était la bibliothèque, pour au bout de 2 ans passer mes concours, devenir bibliothécaire, voilà, faire des études au bout de 2 ans. Sauf qu'en fait, en DUT, on m'a proposé de faire ma troisième année donc en Erasmus, en Duetti, qui est une année, on va dire, bonus. C'est-à-dire que je partais en sachant que ça ne compterait pas vraiment, que ça ne ferait pas un bac plus 3, ou en tout cas qui ne serait pas reconnu dans beaucoup d'établissements en France. Mais c'est pas grave, je suis parti parce que je voulais apprendre l'italien, découvrir l'Italie, etc. Et je m'étais dit que ça me laisserait du temps pour préparer les concours aussi. Et en fait, ça m'a complètement remis en question. Je me suis dit que non, j'allais continuer les études, qu'il fallait que je continue à explorer, que j'avais beaucoup d'autres choses à découvrir. Et au final, j'ai fini avec un bac plus 5, alors que c'était pas du tout prévu à la base. Mm. On voit très souvent les étudiants qui partent comme ça à l'étranger, souvent ils mettent le doigt dans l'engrenage et après ils ont encore envie de repartir ailleurs, hein, soit sur une autre formule, soit pour continuer des études, hein, vous n'êtes pas un cas tout à fait isolé. Et Johan, vous me disiez tout à l'heure que ça vous avait servi également pour votre recherche d'emploi par la suite, hein. Oui, très clairement.
En fait, indirectement, la mobilité, ça m'a amené à l'engagement associatif, puisque du coup, j'ai été très très bien accueilli par ESN en Italie et en Irlande. Et en Irlande, je pense que j'aurais jamais trouvé de logement sans l'aide de ESN. Très clairement, ça aurait été très long, mon stage. Et du coup, en rentrant, j'avais juste envie de faire la même chose, de m'engager pareil pour aider des jeunes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, les compétences développées au sein de l'associatif, quand j'ai dû commencer à chercher un travail directement à la fin de mes études, j'ai eu aucun mal à le trouver. Ce que j'avais fait durant mes années associatives, dans ce milieu très international, très ouvert, très multiculturel, c'était ultra valorisable. En gros, un entretien d'embauche, on parlait moitié de mon Erasmus, moitié de mon engagement associatif, jamais de mes études, globalement. Et ça m'a permis d'avoir mon premier boulot relativement facilement quand même. D'accord. Merci bien. On demandait là dans les questions pour quel master vous avez fait, Johan? Alors, j'ai fait un master à Clermont-Ferrand en conduite de projet culturel. Très bien. Et donc là, vous avez trouvé actuellement un emploi sur Lyon. C'est ça, en communication, dans une association, dans un réseau d'associations. C'est très agréable. Donc voilà, dans la poursuite logique en fait de votre parcours, pas que universitaire, mais parcours un peu de vie en fait, hein, parce que on le voit, il n'y a pas que les études qui comptent, mais aussi tout ce que vous en faites et tout ce que vous faites à côté. C'est ça. Et le sens d'Erasmus, moi je le trouve vraiment là-dedans, j'ai adoré mes études, j'ai jamais autant travaillé qu'en Italie, c'est impressionnant, je sais pas comment ils font les Italiens très clairement, Bon. mais c'est tout ce qu'il y avait à côté, toutes les gens que j'ai rencontrés, j'ai eu 2 parrains via le buddy system très différents qui ont été géniaux avec moi, qui m'ont fait découvrir plein de choses. Clairement, quand on dit que c'est une expérience qui change la vie, c'est vraiment pas du flan. Hmm. Merci Johan. Donc là, on arrive sur la fin de cette conférence. Une question sur les doubles diplômes, voilà, sur les doubles cursus. Alors, les doubles cursus, donc pour en parler assez rapidement, donc là, et Catherine pourra compléter également, parce que on sait que Lyon 1 en propose aussi. Là, comme l'avait indiqué Dorothée assez rapidement tout à l'heure, c'est vraiment la possibilité euh, de faire un diplôme, enfin 2 diplômes en étant inscrits dans 2 universités. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un accord qui va encore plus loin qu'Erasmus, parce que là, on va vraiment valider la formation des deux côtés. Il n'existe à l'heure actuelle pas de liste exhaustive en fait, des doubles diplômes. Hein, on ne le trouve pas. Il y a eu quelques essais qui ont été faits pour certains pays. Donc nous, là, avec le réseau Euroguidance, on a commencé à recenser au niveau national dans les universités tous les doubles diplômes. C'est un travail qui est assez compliqué parce que il n'y a pas 2 doubles diplômes qui se ressemblent. Donc pour arriver à faire des catégories, ce n'est pas toujours simple. Mais on essaye quand même de le réaliser pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure des façons. On a quand même pour l'instant une page sur notre site Euroguidance sur les doubles diplômes et les cursus intégrés, où on a quand même indiqué, donc en tout cas pour les pays européens, les doubles diplômes qui étaient possibles. Donc voilà, ça c'est une première étape et on va essayer encore d'aller plus loin pour vraiment les proposer. On en trouve un petit peu au niveau des licences, mais surtout quand même au niveau des masters. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu suffisamment aux questions. Après, certains peuvent également, suite à cette conférence, nous envoyer leurs questions par mail, bien sûr. On va peut-être commencer du coup par Catherine. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure, voilà, pour motiver les étudiants à partir, juste en 2 mots? J'ai pas grand-chose à rajouter parce que je pense que les témoignages de, je ne sais plus les prénoms. Lou, Rumiana et Johan. Voilà. Voilà, sont suffisamment explicites et donnent vraiment envie de partir. Parce que c'est vrai que les étudiants qui partent à l'étranger, quand ils reviennent, ce ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus les mêmes personnes, ce ne sont plus les mêmes. Ce sont plus les mêmes. Ils ont vécu une expérience à l'étranger, ils ont changé, voilà, et je pense que c'est vraiment bien de partir. Et pour avoir été coordinatrice pendant un certain temps au niveau Erasmus, j'ai vu aussi des changements sur les étudiants entrants qui étaient à Lyon 1, des étudiants qui, à leur arrivée, étaient timides et au moment de repartir, ils étaient métamorphosés, ils avaient rencontré d'autres personnes, ils avaient quitté souvent leurs parents, leur famille et ils avaient acquis de l'expérience et beaucoup de confiance aussi en eux pour certains. Et il ne faut vraiment pas hésiter à partir. Merci Catherine. Lou, peut-être un dernier petit mot?
Oui, alors enfin, ça va rejoindre un peu ce qu'on avait dit avant, mais du coup, il ne faut pas du tout hésiter à partir, même si on a des questions, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre. Et enfin, vraiment, c'est une expérience qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire, que, comme l'a dit Dorothée, je crois, je ne sais plus trop les prénoms. Mm. Enfin, ça aide vraiment à prendre confiance en soi et à découvrir enfin, le monde qui nous entoure, même à faire énormément de rencontres. Maintenant, je connais des gens en Italie, en Allemagne, etc. Et je sais que même avec le réseau ISN, etc., il y a une grande solidarité. Et peu importe si je veux voyager après plus tard, je sais que je m'y retrouverai, quoi. Merci Lou. Entre-temps, il y avait une petite question à laquelle on n'a pas forcément bien répondu, qui était voir comment un bachelor placé dans une université européenne permet de faire un retour en France. Je veux dire que c'est tout simplement grâce au crédit européen, les fameux CTS. Donc, si vous validez 180 crédits européens, on va dire que vous êtes éligible à vous inscrire dans un master. Il faudra maintenant, bien sûr, que ce que vous avez fait dans votre bachelor ou les 180 crédits correspondent de façon assez logique à ce que vous voudriez poursuivre en master. Et là, ce sont les universités qui restent maîtres en fait, de savoir qui elles recrutent ou pas. Roumiana, un dernier petit mot pour, vous l'avez déjà fait, mais pour motiver des étudiants encore indécis pour partir. Justement, tous ceux qui sont intéressés par l'international, tout le monde qui veut développer les langues étrangères, justement de rencontrer des gens de différentes nationalités, il faut absolument partir, il faut profiter, ça vous laisse avec plein de connaissances avec des gens de différents pays et ça reste des connaissances qui vont durer longtemps. Et justement, c'est vraiment une expérience super enrichissante et il faut absolument que tout le monde essaye parce que vraiment, ça reste pour toute la vie. D'accord, merci Romiana. Johan, vous avez déjà fait une conclusion. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à rajouter? Non, partez, c'est tout. Parfait. Merci. Vous ne le regretterez pas. Il faut oser, il faut se lancer. Donc, vous avez été plus de 80 à participer, à suivre cette visioconférence. On vous en remercie. Et on va peut-être laisser un dernier petit mot à Dorothée, peut-être si elle veut conclure cette soirée. Oui, simplement pour dire que voilà, quel que soit le type de mobilité là, que vous choisissez, qu'on a évoqué ce soir, en fait, vous avez bien vu qu'on a des associations, des structures qui peuvent vous accompagner aussi dans votre projet et que c'est possible. Voilà. Donc, allez-y, lancez-vous. Très bien, merci. Merci à tous. Bonne soirée, prenez soin de vous. Peut-être juste pour nous contacter, donc vous pouvez bien sûr nous contacter à travers le site euroguidance-france.org. Il y a une rubrique contact. Après, ceux qui sont de la région lyonnaise ou même d'ailleurs, vous pouvez également nous contacter au Centre d'information internationale sur Lyon. Voilà. Merci à tous.